Nouvelle semaine pour vous et moi, je vous la souhaite meilleure à celle passée. Bonjour et merci de nous rejoindre à cette édition de la mi-journée. Le 3 janvier 1966, le Burkina Faso, Haute-Volta d'alors, offrait à l'Afrique post-coloniale son premier soulèvement populaire. Après son élection en 1965, le président Maurice Yamiogo faisait face aux syndicats qui demandaient son départ pour, entre autres, mauvaise gestion du pouvoir. Rappel historique dans ce 13h. Soudan, le Premier ministre Abdallah Hamdok a annoncé dimanche sa démission, seulement 6 semaines après sa réinstallation par le général Al-Bourhan. Pressenti depuis le 22 décembre, ce départ vient confirmer la remise du pouvoir aux militaires. Il y a exactement 56 ans que le Burkina Faso, à l'époque Haute-Volta, vivait ce soulèvement populaire. 6 ans après son indépendance, le peuple burkinabé était dans la rue pour chasser Maurice Yamiogo. Le mouvement syndical tombeur du premier président s'opposait à des actes de mauvaise gouvernance dont les travailleurs devaient payer le lourd tribut. Je vous propose un rappel historique dans ce premier élément signé Bernard Bougma. À l'origine de ce premier soulèvement de l'Afrique noire post-coloniale, il faut juste retenir les mesures d'austérité prises par le président Maurice Yamiogo. Il s'agissait d'une batterie de mesures qui visent à rationaliser les dépenses pour pouvoir faire face à la situation difficile d'alors. Des mesures drastiques dont la réduction des allocations familiales de plus de 50%, le rabattement des salaires de 20%, le blocage des avancements des fonctionnaires de 2 ans. En outre, le président Maurice Yamiogo avait interdit les réunions syndicales et le droit de grève. Sont également visées la suppression des subventions aux écoles privées. Tous ces événements sont arrivés au moment où le président Maurice Yamiogo venait de remporter l'élection présidentielle de 1965 avec 99,97% des voix. Mais les choses ont été débordées quand celui-là même qui a pris ces mesures s'est permis une lune de miel au Brésil à coups de millions sur le dos de l'État voltaïque en son temps, après son deuxième mariage. En outre, Maurice Yamiogo avait sur son dos la chefferie traditionnelle dont il bafouait l'autorité. Il avait également pour le choix des chefs traditionnels. Les relations entre Maurice Yamiogo et l'Église catholique n'étaient plus également au beau fixe à l'issue de son deuxième mariage, car pour un ancien séminariste se réclamant catholique, la pilule était très difficile à avaler. Donc une marche pour protester contre ces mesures et réclamer plus de liberté syndicale va déchaîner en un soulèvement populaire. L'armée au pouvoir ont scandé les manifestants, dont l'homme politique, le professeur Joseph Kizerbo. Maurice Yamiogo abandonne son pouvoir au profit du colonel Aboubakar Sangoulé Lamizana, son chef d'état-major d'alors. La Haute-Volta, devenue Burkina Faso, venait d'offrir à l'Afrique son premier soulèvement de l'histoire, dont le remake a été l'insurrection populaire d'octobre 2014, pilotée cette fois-ci par les partis politiques et les organisations de la société civile. Les syndicats ayant observé les choses à distance, même si les différents militants des syndicats ont mis les pieds dans les plats. Les centrales syndicales, pour ne pas dire les organisations syndicales, n'ayant pas officiellement appelé leurs militants à prendre part à l'insurrection populaire d'octobre 2014. L'UCAF, le collectif United Kingdoms of Africa, a lancé à Ouagadougou son concept Watisera qui signifie qu'il est temps. Pour le collectif, il est temps que les pays africains soient unis à travers les différents royaumes pour former une seule nation. Ce concept né à Bamako, au Mali en 2020, vise donc une Afrique unie à l'horizon 2030. Le concept panafricaniste a été présenté à la presse à travers une conférence tenue à Ouagadougou sur le site du mémorial Thomas Sankara le 3 décembre dernier. Abdouraye Niaye.
Former un royaume uni d'Afrique à travers une restauration des royaumes et la constitution d'une seule nation africaine, c'est l'objectif de l'UCAF, United Kingdoms of Africa, un collectif qui s'inspire des leaders du panafricanisme tels que Kwame Nkrumah, Nelson Mandela et Thomas Sankara. Cette visite du responsable de l'UCAF au Burkina Faso fait partie des démarches entreprises pour sensibiliser et faire connaître les ambitions de ce collectif panafricaniste. Nous devons avoir une monnaie africaine et avec la monnaie il faut sécuriser la monnaie et là il nous faut une sécurité africaine, une armée totalement africaine. Le passeport CEDEAO est là aujourd'hui, mais quand un Burkinabé veut sortir, aller au Ghana ou quelque part là, tu payes. Et si tu arrives au Ghana, tu dois prendre le résident permit, un permis de résidence pour 1 an. Vous rentrez, on vous donne 2 mois, maximum 3 mois, 90 jours. Vous arrivez au niveau du Cameroun, vous avez besoin d'un visa. On ne l'appelle pas visa, mais c'est un visa. Tu vas au niveau de l'Afrique centrale, c'est la même chose. Le Maroc a commencé aujourd'hui. C'est comme si c'est les demandes en ligne, c'est les visas. On ne rentre pas comme ça aujourd'hui au Maroc. Donc nous ne voulons plus qu'il y ait des barrières entre les pays africains. Nous sommes les fils et les filles du même continent, du même pays, et là on doit se comporter comme ça aujourd'hui. Le Royaume uni d'Afrique va au-delà des États-Unis et doit être basé sur les royaumes. L'UCAF en veut pour preuve le royaume du Ghana qui a permis d'asseoir la stabilité, un modèle qui doit être étendu à tout le continent selon El Hadj Mohamed Bamba. Les Royaumes unis d'Afrique, c'est ce qui va réunir maintenant les familles royales à avoir un seul bloc, qu'aujourd'hui le Ghana est stable. Le Ghana est propre. Le Ghana, il y a l'éducation parfaite. Personne ne peut contester. Le Ghana, on ne parle pas du terrorisme. On ne parle pas du banditisme. On dit freedom et justice. C'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont travaillé pour que le Ghana soit comme ça aujourd'hui. Les Oura ne parlent pas. Ils ne parlent pas officiellement. Mais ils ont leur droit de veto. C'est pourquoi aujourd'hui, le Ghana a toujours sa monnaie. Et le Ghana décide tout ce qu'il veut. Le Ghana n'a pas de problème aujourd'hui. Pour parvenir à cela, l'UCAF entend contribuer à lutter contre l'insécurité, la faim, la dépendance et le chômage, conditions indispensables pour susciter l'adhésion à l'idéologie panafricaniste. Nous sommes en train de mettre des choses sur place d'abord, parce qu'on s'est dit qu'on ne peut rien faire comprendre les hommes. Un homme qui a faim, un homme affamé ne peut même pas t'écouter. Donc nous devons travailler d'abord pendant ces 10 ans-là pour une assise totale par rapport à l'autosuffisance alimentaire, l'éducation et la culture, la santé et l'environnement, l'emploi et la formation, la sécurité et l'autodétermination. En incitant les uns et les autres, c'est-à-dire les acteurs africains au développement, les investisseurs africains de la diaspora, les intellectuels, les scientifiques et les techniciens africains de la diaspora, d'investir et de s'intéresser au développement de la nation africaine. L'UCAF regroupe 3 composantes, à savoir les 54 pays d'Afrique, les Africains de la diaspora et les Afro-descendants. Cette initiative du Royaume-Uni d'Afrique a été lancée en septembre 2020 pour 10 ans, donc prévue aboutir en 2030 au Royaume-Uni d'Afrique. La conférence de presse de l'UCAF s'est tenue le 31 décembre dernier au mémorial Thomas Sankara. Le reportage était signé Abdoulrahim Niéné. Dans la suite de cette édition, le chef du gouvernement, les ministres en charge des armées, de la sécurité et de la santé ont passé la Saint-Sylvestre au chevet des blessés de guerre pris en charge dans le centre médical du camp Sangoulé-Lamizana. La délégation gouvernementale a apporté son soutien à ces hommes qui ont fait preuve de courage et de détermination pour la défense de la patrie. Le Premier ministre a promis apporter son soutien pour l'amélioration des conditions de prise en charge de ces blessés. On reste avec Abdoulrahim Niéné. 31 décembre 2021, le Premier ministre, accompagné d'autres membres de son gouvernement, passe le réveillon de la Saint-Sylvestre au chevet des hommes blessés sur le théâtre des opérations dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Un message du chef de l'État qui est la reconnaissance de la nation à l'endroit de ces blessés pour leur engagement à défendre l'intégrité du territoire. Un 31 décembre, quand vous venez voir des blessés, la
première des choses qui vous vient, ce n'est pas le nouvel an, c'est les conditions actuelles dans lesquelles ils sont. Et en ce nouvel an, on ne peut que formuler des vœux de santé, des vœux de courage, des vœux qui les ramènent à cette motivation-là qui les a amenés à se battre pour ce pays. Et surtout ces VDP qui accompagnent les militaires. Et que Dieu leur donne la santé. Que cette nouvelle année-là soit une année avec beaucoup plus d'espoir, beaucoup plus de vision pour eux sur des lendemains meilleurs. Et c'est ça qu'on veut leur formuler aujourd'hui. Et en leur disant aussi qu'on ne les oublie pas. Cette visite a permis à la délégation gouvernementale d'échanger avec les blessés de guerre et de recueillir leurs préoccupations. Ce fut également l'occasion de mieux comprendre les conditions de prise en charge et l'état d'esprit de ces FDS et VDP. Et on a vu des gens de l'Est, des gens du Nord, des gens de la boucle du Moum, et des VDP très courageux qui nous ont parlé un peu de leur sens du devoir, leur patriotisme. Et moi personnellement, je suis là avec le ministre des Armées, le ministre de la Santé, le ministre de la Sécurité. Le chef d'état-major est avec nous. Et vraiment, je pense que c'est une opportunité pour nous tous de toucher du doigt les conditions dans lesquelles ces vaillants soldats et VDP-là ont travaillé, mais aussi les conditions dans lesquelles ils se trouvent aujourd'hui. Le Premier ministre a également salué et encouragé le personnel de santé militaire pour son engagement aux côtés des frères d'armes blessés au front. Il a réitéré l'engagement du gouvernement à améliorer les conditions de prise en charge de ces blessés et à renforcer les capacités opérationnelles du personnel de santé. Première édition du festival Waga by Night, organisé par le groupe Tchétché. Cette activité qui vise à célébrer les acteurs du divertissement a été effective du 29 au 31 décembre 2021 à Ouagadougou. Des soirées riches en sons et en lumière qui ont permis à la population de Ouagadougou de passer de bons moments dans une ambiance plein air à l'occasion de la fête de Nouvel An. Yassine Sawadko, images et commentaires. Une ambiance de boîte de nuit en plein air avec une belle brochette d'artistes comme Floby, Yodé Siro de la Côte d'Ivoire et bien d'autres. C'est le cadre offert par le groupe Tchétché pour ouvrir les portes de l'année 2022. Pour les organisateurs, Waga by Night est aussi un moment de promotion du vivre ensemble et de la résilience face au terrorisme. C'était une idée calée depuis bien longtemps et on a décidé de démarrer en fait ce projet en fin d'année. Voilà, c'était juste une coïncidence. Donc on s'est dit, pour faire bien, pour entrer dans une nouvelle année, en permettant aux différentes populations burkinabées de s'éclater, de s'éclater. Nous traversons une grande crise. Nous sommes attaqués un peu de partout. On veut remonter la population, qu'elle va sur la panique. Nous restons debout comme un seul homme pour combattre le terrorisme au Burkina Faso. On veut dire à la population burkinabé de se lever, d'être debout. On essaie de là-bas. On va lutter afin que les djihadistes puissent quitter notre territoire. Une très belle initiative à en croire les festivaliers qui demandent qu'elles s'inscrivent dans la durée. Quand vous regardez l'innovation d'abord est de taille, c'est pour une première au Burkina qu'on puisse avoir un festival qui offre en même temps des commodités de boîte de nuit. Ça nous empêche d'aller loin, ça nous empêche d'aller à des quartiers beaucoup plus reculés. Tout le monde se retrouve là entre amis et collègues, avec les amis, avec la famille. Et la commodité hier, on est en plein air, c'est aéré, on danse, on écoute la musique et on partage beaucoup d'énergie positive avec nos amis et la famille. C'est encore à encourager et nous souhaitons que l'événement puisse se reproduire encore pour 2022, pour 2023, pour 2024, que ça puisse être un référent pour les fêtes de fin d'année et qu'ensemble nous puissions célébrer dans la joie et l'allégresse. Une doléance donc prise en compte par les organisateurs. Ils promettent continuer dans la même lancée avec surtout des innovations. Les regards sont donc tournés vers la deuxième édition de Waga by Night.
Tradition respectée à la mairie de Ouagadougou, le maire de la commune, Armand Roland-Pierre Bewende, a adressé son message de fin d'année à la population de la ville. Il a invité la population à un sursaut de civisme et d'engagement pour faire face aux fléaux de la ville que sont l'insécurité, l'insalubrité et l'anarchie dans l'occupation du domaine public. Le maire a également promis de présenter le bilan de sa gestion dans les jours à venir. Je vous propose de l'écouter. C'est dans une actualité difficile que nous tournons la page 2021. En effet, depuis 2016, notre pays traverse une crise sécuritaire du fait des attaques terroristes qui n'ont pas épargné notre ville de Ouagadougou. À cette situation s'est ajoutée la pandémie à coronavirus pour laquelle notre capitale paye le plus lourd tribut au regard des pertes en vie humaine et des conséquences économiques. C'est le lieu d'avoir une pensée pour toutes ces victimes et de la compassion pour leurs familles. Nous rendons par la même occasion un hommage vibrant aux forces de défense et de sécurité, aux volontaires de la défense de la patrie et à tout le personnel médical qui sont en permanence sur les différents fronts. Malgré le contexte sécuritaire et sanitaire difficile, le conseil municipal s'est attelé à la mise en œuvre de son programme de développement. De nombreux acquis ont été engrangés. J'aurai l'occasion, au nom du devoir de redevabilité, de faire le bilan de ce que nous avons pu réaliser ensemble depuis plus de 5 ans. Il est vrai que toute œuvre est perfectible, mais nous avons de réels motifs de satisfaction. D'ores et déjà, je voudrais saluer les services de la commune de Ouagadougou pour leur engagement dans la mise en œuvre des différents chantiers. À l'orée de la nouvelle année, je vous invite à un sursaut de civisme et d'engagement pour faire face aux fléaux de notre ville que sont l'insécurité, l'insalubrité, l'anarchie dans l'occupation du domaine public, toutes choses qui puissent entraîner des nuisances et mettre à mal notre vivre ensemble. Bilan économique de l'année 2021, les crises sanitaires et sécuritaires qui ont entraîné plusieurs remaniements ministériels ont touché de plein fouet l'économie burkinabé au cours de l'année écoulée. Toute chose qui a entraîné plusieurs réajustements du budget de l'État avec l'adoption d'une loi de finances rectificative. Ainsi, plusieurs réformes ont été apportées dans l'économie burkinabé courant 2021. Le bilan économique avec Serge Kabouré dans ce reportage. L'année 2021 au plan économique aura été marquée en grande partie par la double crise sécuritaire et sanitaire, ce qui a occasionné un réajustement du budget de l'État. L'impact de la fermeture des frontières terrestres a été durement ressenti par la population avec l'aggravation du phénomène de la vie chère. La mise en place d'un nouveau gouvernement intervenu dès le 10 janvier 2021 a consacré des changements de dénomination, des fusions d'anciens ministères, les créations de nouveaux postes de ministres et la suppression d'autres anciens départements ministériels. Toute chose qui a commandé l'adoption d'une loi de finances rectificative du budget de l'État exercice 2021 qui se chiffrait à 2672 milliards de francs CFA en dépenses et 2131 milliards de francs CFA en recettes. Plusieurs innovations sont par ailleurs apportées dans cette nouvelle loi à l'image de celles engagées au ministère de l'économie et des finances dont la direction générale des impôts doit collecter environ 944 milliards de francs CFA pour 2021. Les plus importantes ont été la taxe sur les affaires financières TAF qui vient remplacer la TVA, taxe sur la valeur ajoutée, dans le secteur des finances, le délai de déclaration et de paiement de certains impôts qui était situé au 20 du mois qui est désormais ramené au 15 du mois et enfin les réformes de la contribution des micro-entreprises CME. Pour ce dernier cas, les groupes d'entreprises ont été scindés en deux grandes catégories. Le premier groupe doit faire des déclarations de chiffre d'affaires et le second reste dans la situation traditionnelle et ne fait pas de déclaration. Toujours au plan économique, l'année 2021 aura aussi été marquée par la suspension des numéros d'agrément de certains commissionnaires agréés en douane par la Direction générale de la douane burkinabé. Une décision prise par la douane burkinabé afin de se conformer à une réglementation de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA qui fixe désormais les conditions d'agrément et d'exercice des commissionnaires en douane. Selon ce règlement, en plus du
du diplôme et de l'expérience professionnelle nécessaire, le pétitionnaire pour l'agrément doit être constitué, soit sous forme de société anonyme SA, dont le capital est supérieur ou égal à 10 millions de francs CFA, ou une société à responsabilité limitée SARL, dont le capital social est au moins de 1 million de francs CFA. Il devra aussi s'engager à souscrire un cautionnement à titre de garantie fixé par l'autorité nationale chargée du recouvrement dont le montant ne peut être inférieur à 25 millions de francs CFA. Aussi, le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers a mis en garde à travers un communiqué au cours de cette année des sociétés spécialisées dans le trading de crypto-monnaies et achat de biens publics en ligne. Il a ordonné la cessation immédiate de leurs activités irrégulières tout en les invitant à se conformer à la réglementation sous peine de se voir infliger des sanctions. 2021 aura également consacré la mise en place ainsi que l'installation des 11 membres de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et des consignations du Burkina Faso. Établissement à caractère spécial, cette structure a été créée pour répondre aux besoins spécifiquement liés au financement du développement du Burkina Faso. Et puis enfin, le rendez-vous de Bruxelles pour le financement de la phase 2 du plan national de développement économique et social 2021-2025 qui était estimé à 19 030,7 milliards de francs CFA n'a finalement pas eu lieu. Et pour cause, l'apparition du nouveau variant de la Covid-19 Omicron. La situation nationale marquée par une recrudescence des attaques terroristes, notamment celle d'Inata, a plaidé également pour le report de ce rendez-vous de Bruxelles. Le financement de ce deuxième plan national de développement économique et social, qui devrait intervenir très prochainement courant 2022, permettra de combler le gap de financement qui représente les 37% du coût global. Et pour terminer, le chef du gouvernement soudanais a annoncé dimanche 2 janvier qu'il quittait ses fonctions 6 semaines après être revenu au pouvoir dans le cadre d'un accord politique contesté conclu avec les militaires. Pour la presse, cette démission accentue l'incertitude sur l'avenir politique du Soudan, menacé d'un retour de l'autoritarisme. Il est le visage civil de la transition politique au Soudan, mais aujourd'hui il a décidé de jeter l'éponge et de laisser les militaires seuls au pouvoir. Le Premier ministre Abdallah Hamdok a annoncé sa démission à la télévision après plusieurs jours de rumeurs selon lesquelles il ne se présentait plus à son bureau. J'ai décidé de vous rendre votre confiance et de vous annoncer ma démission du poste de Premier ministre pour laisser la place à un autre des fils de ce pays généreux, pour diriger notre chère patrie pendant le reste de la transition vers un État civil et démocratique renaissant. Pour justifier son geste, Abdallah Hamdok explique avoir tout tenté pour sauver son pays. Lui qui incarnait l'espoir après la révolution de 2019 était considéré comme un traître après l'accord politique passé avec les militaires il y a quelques mois. J'ai essayé autant que possible d'éviter que notre pays ne glisse vers une catastrophe, alors qu'aujourd'hui il traverse un tournant dangereux qui pourrait menacer toute sa survie s'il n'y est pas remédié rapidement. Sa démission intervient après une nouvelle journée de manifestation contre les militaires au pouvoir, au cours de laquelle au moins 3 personnes ont été tuées. En tout, depuis le putsch du 25 octobre, 57 manifestants ont été tués et des centaines ont été blessés. Malgré tout, les Soudanais restent mobilisés, même s'ils ont pour l'instant peu de chances d'être entendus. Un conseiller du général Bourhan au pouvoir a jugé vendredi que les manifestations ne sont qu'une perte d'énergie et de temps. Fin de 13h, merci de l'avoir suivi. À demain, même heure, même chaîne pour un nouveau journal. Portez-vous bien.